Smart Invest vous est présenté par eToro, la force du trading social. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Invest. Smart Invest, le programme pensé par Bismart pour vous aider à faire vos premiers pas sur les marchés financiers. Un programme mensuel qui aura pour objectif de vous donner des réponses concrètes aux questions que l'on peut se poser lorsque l'on veut investir une partie de son épargne en bourse. Comment définir une stratégie d'investissement par exemple, ou encore comment faire le choix de ses premières valeurs. Nous recevrons mois après mois des experts en plateau pour répondre à ces différentes questions. Mais nous aborderons l'investissement financier au sens un peu plus large également et nous ne pourrons pas nous passer de pédagogie sur un aspect beaucoup utilisé par un certain nombre d'investisseurs, à savoir l'analyse technique. Tous les mois, donc, un expert en analyse technique viendra sur le plateau de Smart Invest également nous apprendre les rudiments de cette discipline. Mais Smart Invest, c'est aussi un programme d'apprentissage avec 4 participants désirés de se familiariser avec les marchés financiers. Certains s'y connaissent, d'autres pas du tout, mais tous vont, durant 6 mois, gérer un portefeuille en appliquant les connaissances qu'ils auront pu acquérir au fil du programme. Ces participants, Mathieu, Marie-France, Mathieu à nouveau et Flavie, vous pourrez les suivre également sur nos réseaux sociaux où ils vous tiendront au courant de leur compréhension des marchés financiers, de leurs questionnements, mais surtout de leurs choix. Pour ce premier numéro de Smart Invest, nous aurons donc le plaisir de recevoir dans un instant Valérie Khalifa, directrice marketing France chez eToro, qui nous expliquera d'ailleurs pourquoi eToro a souhaité s'associer à un tel dispositif. Nous apprendrons ensuite à connaître évidemment les 4 participants à ce programme d'apprentissage. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous rentrerons dans le vif du sujet en accueillant dans un premier temps Véronique Guisquet-Cordo-Liani, secrétaire générale de la F2IC, qui nous expliquera par quoi commencer lorsque l'on veut faire ses premiers pas sur les marchés financiers. Laurent Albi, ensuite, ancien président de l'Association française de l'analyse technique, nous rejoindra pour nous expliquer ce que c'est qu'une tendance en bourse. Puis 2 experts chez eToro, David Derry et Antoine Fraisse-Soulier, viendront nous dresser un petit peu le contexte économique actuel, le contexte financier également, dans lequel vont évoluer nos 4 participants. Bienvenue à vous tous, donc je suis ravi de vous accompagner durant toute la durée du programme et on se retrouve tout de suite. Et nous avons le plaisir de commencer tout de suite avec Valérie Khalifa, directrice marketing France chez eToro, qui est en duplex avec nous. Bonjour Valérie Khalifa. Bonjour Nicolas, ravi d'être parmi vous ce jour. On est ravis de vous accueillir à distance. eToro qui est le partenaire de Bismart sur ce dispositif. On va évoquer ensemble ce dispositif. Avant, un petit mot peut-être sur votre constat aujourd'hui, sur le besoin de pédagogie financière et sur les connaissances en matière de bourse des épargnants, Valérie. Il est extrêmement important. Chez eToro, on est absolument convaincu que tout le monde peut investir, mais il ne suffit pas d'investir. Il faut aussi être un meilleur investisseur et prendre des décisions qui s'appuient sur un certain nombre de connaissances. Donc la connaissance est extrêmement importante. Elle n'est pas difficile à appréhender, mais elle doit être là. Aujourd'hui, la finance personnelle, c'est un sujet qui est totalement absent de nos cursus académiques, quels qu'ils soient. Pour ma part, j'ai un cursus financier et la finance personnelle était un des grands oubliés. eToro, c'est une plateforme qui fonctionne comme un réseau social, donc avec les mêmes fonctionnalités qu'un réseau social. Et nous voyons à quel point les gens échangent sur tous les sujets, que ce soit des sujets d'analyse financière, d'analyse technique, de connaissance des industries. Donc il y a une énorme appétence à l'échange et à appréhender cette matière financière. Et dernier point, dans toutes les études que nous pouvons faire auprès des utilisateurs ou dans nos relations au quotidien avec les utilisateurs, tout remonte dans le sens d'un souhait et d'un désir d'apprendre et de continuer à étendre son périmètre de connaissances. Alors justement, donc du coup, c'est un peu l'objectif du dispositif dont on parle actuellement. Je l'ai rapidement présenté en introduction, mais donc il y a effectivement ce qu'on va voir à l'écran, le suivi des candidats, l'apprentissage aussi que nous allons pouvoir suivre avec des experts. Mais il y a un dispositif mis en place avec eToro également. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour ces participants au programme d'apprentissage justement ? Tout à fait. Donc ces 4 participants vont être suivis par David et Antoine, nos analystes de marché
eToro. Et ils vont être là pour leur donner tout l'appui nécessaire, que ce soit en termes de compétences de base financière ou en termes d'analyse technique ou de tendances sur différentes industries. Et ils vont pouvoir, à une fréquence assez rapprochée, se rencontrer et échanger sur les décisions qui sont prises. Les participants pourront remonter aussi ce qu'ils ont perçu et ce qu'ils ont ressenti. Et tout cela se fera sur un compte dit virtuel. En fait, eToro propose à chaque personne qui s'inscrit gratuitement un portfolio virtuel de 100 000 $ qui permet de tester les fonctionnalités, mais aussi de vous tester sur les marchés. Donc tout ceci sera fait sur ce portfolio virtuel et ce sur une durée de 6 mois. Et alors justement, pourquoi est-ce que eToro, un mot peut-être sur la raison pour laquelle eToro s'associe à un tel dispositif ? Oui, tout à fait. Alors pour nous, c'est une suite logique. L'apprentissage et le fait de faire monter la connaissance au sein de notre communauté d'utilisateurs fait vraiment partie de notre ADN. Avant d'être partenaire Bismart, nous proposions des meet-up. Alors ça, les meet-up, c'était effectivement avant le Covid, mais nous proposons à fréquence extrêmement fréquente des webinars, des tutos, des spaces aussi sur Twitter. Et nous avons une plateforme qui s'appelle la Trading Academy où vous pouvez tout à fait renforcer votre niveau de connaissance, que ce soit sur des compétences générales financières ou sur des analyses de marché et retrouver d'autres supports partenaires. Donc pour nous, c'est une suite logique et on trouvait ça très intéressant de le faire au sein d'un format télé long qui se passera, si j'ose dire, devant les écrans et aussi derrière les écrans, incarné par ces 4 participants. Donc on sent bien que, quel que soit le niveau de connaissance des investisseurs ou des épargnants, il y a ce besoin constant de se tenir au courant, de pédagogie ou d'avoir accès à une information finalement pour ensuite faire des choix sur les marchés financiers. Tout à fait. Il y a non seulement, on va dire, des connaissances financières de base, mais ensuite, il y a à comprendre et à appréhender les marchés au jour le jour. Et puis, vous pouvez connaître un secteur et ne pas connaître un secteur. Vous pouvez connaître certains actifs et être moins à l'aise sur d'autres actifs. Donc, le besoin de connaissance, il est effectivement constant. Il y a un certain plaisir, d'ailleurs, à améliorer cette connaissance, mais il n'y a pas une connaissance que l'on a une fois pour toutes, si j'ose dire. Il faut évidemment comprendre l'actualité, comprendre ce qui se passe au niveau macro au sein des marchés, comprendre les entreprises, leur gouvernance, leurs indicateurs financiers. Donc oui, c'est un effort constant. Un effort constant avec donc 4 participants au programme d'apprentissage qui, on le verra dans un instant, ont peut-être des connaissances financières un peu différentes. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces participants sur la façon d'appréhender un exercice qui peut sembler compliqué au premier abord pour ceux qui découvriraient cette discipline ? Alors déjà, je leur dis bonjour et je leur souhaite la bienvenue au sein du programme. Je suis ravie du profil et de la curiosité des participants qui vont être dans ce programme. Donc je leur souhaite déjà plein de bonnes choses pour ces 6 mois. La deuxième chose, je voudrais leur dire, c'est que bien évidemment que comme tout un chacun, je préférerais que la situation macro et économique soit meilleure. Il est néanmoins, une fois qu'on a cette situation, extrêmement pertinent de le faire pendant ces temps où les marchés sont plus tendus, puisque la réussite et la performance viendra vraiment d'une décision qui a été pesée et un petit peu plus documentée, éduquée que ce qu'elle a pu être, on va dire, il y a 1 an de ça, où les marchés étaient extrêmement porteurs. Donc je pense que c'est très très intéressant de le faire en ce moment. À titre personnel, je serais ravie de voir effectivement quelle est l'approche qui va se dessiner pour chacun des candidats. Est-ce qu'ils vont aller vers des secteurs tout simplement parce qu'ils en connaissent les produits et qu'ils les utilisent au quotidien? Est-ce qu'ils vont avoir une approche plus dénuée d'affect, qui serait plus technique ou plus financière? Est-ce qu'ils vont se jeter dans l'échange au sein de la communauté, ou bien sortir de leur zone de confort, profiter d'avoir des acquis sur certains actifs et aller sur d'autres actifs en se disant que c'est l'occasion. Et c'est effectivement l'occasion et l'opportunité, puisque c'est sans risque, c'est sur un portfolio virtuel et c'est vraiment une occasion d'étendre son périmètre de connaissances. On voit des thématiques continuer à se développer sur les marchés financiers. Valérie Khalifa, que ce soit l'investissement responsable, les thématiques de la santé ou encore de la tech, c'est des thématiques que vous vous attendez à retrouver justement dans un programme d'apprentissage comme celui-là ?
Tout à fait. Alors pour connaître certains participants, parce qu'ils ont une présence médiatique, je sais à quel point ils sont curieux et à quel point ils sont à l'avant-garde de ce qui peut se passer sur les technos ou sur tous les services et produits qui seraient à même de résoudre les problèmes de société qu'on rencontre en ce moment, que ce soit énergétique ou autre. Donc oui, je m'attends à ce que ces sujets soient prisés par nos participants. Merci beaucoup Valérie Khalifa d'avoir été avec nous donc au début de cette émission Smart Invest. Je rappelle que vous êtes directrice marketing France chez eToro et nous allons à présent avoir le plaisir de découvrir ensemble les 4 participants au programme d'apprentissage Smart Invest. À tout de suite. Et nous apprenons à connaître ensemble les différents participants au programme d'apprentissage Smart Invest. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Invest Flavie Voyer. Bonjour Flavie Voyer. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Vous êtes étudiante en Master 2 à l'EDEC Business School. On va essayer de comprendre un petit peu quel est votre parcours et ce que vous attendez d'un programme comme celui-là. Déjà, donc du coup, vous êtes encore étudiante aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Je suis encore étudiante, j'ai 21 ans et je suis le programme Grande École de l'EDEC. D'accord. Et je rentre en Master 2 en Business Management. Et alors justement, dans le cadre de vos études, est-ce que par exemple, il y a des thématiques qui ressortent particulièrement, que ce soit au niveau des cours ou des engagements associatifs ? Oui, en fait, depuis le début de mes études supérieures, je suis très intéressée par tout l'univers des startups et des entreprises en croissance. D'accord. En fait, l'année dernière, j'étais présidente de l'association d'entrepreneuriat de mon école qui s'appelle Total EDEC Entreprendre. Et c'est vraiment là que j'ai pu développer ce goût pour ce monde. En fait, ce concours a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat en organisant un concours à destination des startups de moins de 2 ans à Station F. Et en parallèle de tout ce concours, j'ai eu la possibilité d'analyser tous les dossiers de candidature de ces startups. Et c'est ce qui m'a vraiment poussée à continuer de suivre les évolutions de ces entreprises. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis très curieuse de pouvoir découvrir, on va dire, les enjeux des entreprises de plus grande taille. Eh ben, on sent en tout cas que c'est un sujet qui vous anime. Est-ce que c'est un sujet du coup qui va revenir potentiellement dans ce programme d'apprentissage quand vous allez devoir faire des choix de valeur sur un portefeuille ? Oui, exactement. J'y ai un petit peu réfléchi déjà et c'est l'objectif. En fait, les entreprises qui m'intéressent le plus aujourd'hui, ce sont celles qui innovent. D'accord. Donc, je me suis fixé quelques objectifs dans mes investissements, notamment en investissant dans des entreprises de la tech et aussi dans des entreprises responsables. D'accord. Donc, je vais essayer de respecter au maximum des enjeux environnementaux et aussi humains. D'accord, bien sûr. Et en fait, ce goût-là est vraiment venu grâce à mon association l'année dernière. Ça veut dire que vous allez vous concentrer par exemple sur des toutes petites entreprises ou pas forcément ? La question, c'est l'innovation ou le côté entrepreneuriat justement ? Je pense que la question, c'est plutôt l'innovation. C'est pour ça que j'ai choisi les nouvelles technologies parce que je connais déjà bien maintenant les startups et j'ai envie de voir ce que ça fait sur des entreprises à plus grande taille. Et alors très rapidement, qu'est-ce que vous attendez d'un programme comme celui-là sur 6 mois d'apprentissage justement sur les marchés financiers ? Déjà, je pense que je participe pour apprendre à faire mes premiers pas en bourse parce que c'est vrai que lorsqu'on est étudiante, c'est une chance d'avoir accès à un tel programme et de pouvoir découvrir tout l'univers des marchés financiers et de la gestion d'un portefeuille d'actions. Parce que, en fait, je pense que vraiment, ça va me permettre au quotidien d'élargir ma vision. D'accord. Sur les entreprises notamment. Oui, c'est ça, en découvrant de nouveaux secteurs d'activité au quotidien. Merci beaucoup Flavie Voyer. On vous souhaite effectivement bonne chance dans cet apprentissage, dans cette recherche que vous allez faire sur les différentes entreprises que vous allez découvrir ou que vous allez apprendre à mieux connaître en tout cas. Merci Flavie Voyer. Et nous apprenons toujours à connaître les participants au programme d'apprentissage. Nous avons le plaisir à présent d'être en plateau avec Mathieu Stéphanie, CEO de Alvo Market et président de Cosa Vostra. Bonjour Mathieu Stéphanie. Salut Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Alors on va essayer de comprendre un petit peu d'où vous venez. Quel est votre parcours en quelques mots ? Vous faites beaucoup de choses, Mathieu Stéphanie. Oui, je suis entrepreneur dans la tech depuis 2005. J'anime des podcasts sur les entrepreneurs, sur les finances perso. Bien sûr. Différents podcasts, La Martingale, Génération Do It Yourself. Et je suis vraiment un passionné d'entrepreneuriat, d'aventure au sens large. Voilà, c'est ce qui m'anime au quotidien. Alors, les entreprises, vous connaissez, effectivement, vous interviewez beaucoup d'entrepreneurs, vous êtes vous-même entrepreneur. Est-ce que pour autant, les marchés financiers, c'est une thématique que vous connaissez ?
Alors ça m'intéresse, mais je peux pas dire que je suis un fin connaisseur. Je m'y mets de plus en plus parce qu'en effet, avec un de mes podcasts, La Martingale, l'objectif c'est d'apprendre à investir mieux et plus. D'accord. Avec eToro que j'ai découvert il y a quelques temps, en fait, je m'y suis quand même mis pas mal. D'accord. Ouais. Mais donc vous savez comment ça fonctionne, un portefeuille oui, mais j'apprends encore beaucoup de choses sur les indices, sur justement les copies portfolio, toutes ces innovations qui arrivent justement sur le trading, l'investissement quand on est un newbie. Et sachant qu'il faut quand même, pour être fort dans tout ça, être au taquet de toutes les news tout le temps, être connecté tout le temps, ou alors avoir différentes stratégies, ce qui est plutôt l'approche que j'ai envie d'avoir aujourd'hui. Et alors justement, qu'est-ce que vous attendez d'un programme d'apprentissage comme celui-là, où effectivement on va regarder un petit peu comment faire ses premiers pas en bourse, on va regarder des sujets d'analyse technique, ou même après on ira un petit peu plus loin sur les choix qu'on peut faire. Qu'est-ce que vous en attendez, vous ? Alors il y a plusieurs choses. J'espère avoir appréhender mieux les outils, parce qu'il y a quand même des choses potentiellement pour surveiller tout ça qui sont très importantes à comprendre. Et après, moi, j'ai des inspirations aussi dans la finance. J'en ai dans la tech, dans l'entrepreneuriat. Mais des gens comme Warren Buffett, les personnes qui arrivent à faire tout ça en posant des positions plutôt de manière assez long terme, bien sûr, avec des convictions fortes et aussi une compréhension, parce que c'est ça qui m'intéresse, de ce que fait l'entreprise, de comment et gouverner. La gouvernance, c'est très important. Et ce que je crois en l'équipe de management, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, je dirais que j'aimerais prendre des positions plutôt moyen-long terme et comprendre un peu comment je fais ça sur des grosses entreprises. Comment je m'enrichis, comment j'apprends, comment je prends des bonnes décisions, comment j'apprends de mes échecs peut-être. Ouais. Et alors justement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous allez vous mettre des contraintes particulières quand on regarde effectivement votre parcours ? On peut se dire que vous allez être particulièrement intéressé par les entreprises innovantes, les entreprises de la tech, ou au contraire des entreprises portées par un entrepreneur emblématique. Est-ce que vous avez des contraintes comme ça que vous vous êtes déjà fixées ? Il y a quelques... Alors évidemment, on ne peut pas chasser le naturel revient au galop, de toute façon, donc... je pense que je vais avoir un certain nombre de positions sur des cryptos, sur de la tech, sur des grosses entreprises dans lesquelles je crois. D'accord. Voilà, mais je vais avoir des positions assez longues aussi, long-termistes en tout cas, potentiellement à impact sur... Enfin, moi, je crois très fort que le monde se transforme, on le voit tous, il n'y a pas besoin d'y croire, maintenant on le vit. Et donc se dire, OK... Parfois peut-être un petit peu plus vite que ce qu'on avait anticipé. Exactement, aussi, mais je pense que ça va se transformer sur les marchés aussi de manière assez évidente. Quoi. Je veux dire, à un moment, les marchés vont financer des projets sur l'avenir. Quoi. Donc, à un moment, il faut se projeter aussi là-dessus. La difficulté que j'ai en ce moment, en rentrant dans ce programme, c'est de me dire, est-ce que dans les 6 prochains mois, si on est en mode compète, vous voyez, que je dois battre mes petits copains, je me dis, c'est peut-être pas la stratégie que je dois adopter. Non, mais justement, c'est pas une compétition. Non, je sais. Donc, du coup, l'idée, même, je suis assez compétiteur dans l'âme. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai envie de les battre. Et donc, voilà, mais si on n'est pas en mode compète, ce qui est le cas, c'est plus d'apprendre et de voir aussi à quel rythme je rentre. Est-ce que moi, j'ai une stratégie ou une approche que j'ai apprise grâce à la Martingale, qui est plutôt de rentrer au fur et à mesure, ce qu'on appelle du goal-based investment, du dollar cost averaging, sûr, du DCA. Et il faudrait que je réussisse à faire ça, mais par moment, j'ai envie de sauter tout de suite, donc il va falloir que je me maîtrise. Eh bien, on suivra ça ensemble, mois après mois. Merci beaucoup, Mathieu Stéphanie, d'être venu sur le plateau de Smart Invest. Je rappelle que vous êtes CEO de Alvo Market et président de Cosa Vostra. Merci de me recevoir. Quant à nous, on se retrouve tout de suite. Nous sommes toujours dans Team Invest. Nous tentons de découvrir les différents participants au programme d'apprentissage. Nous avons à présent le plaisir d'être sur le plateau de Smart Invest avec Marie-France Pedroni. Bonjour Marie-France Pedroni. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau donc de Smart Invest. Vous êtes expert comptable et cofondatrice de Bobby. Dites-nous-en un petit peu plus sur votre parcours avant qu'on comprenne ce que vous attendez de ce programme d'apprentissage. Alors, écoutez, je suis expert comptable commissaire aux comptes depuis de nombreuses années. J'ai 56 ans. Et il y a 2 ans, je me suis dit que j'en avais assez et je m'ennuyais un petit peu dans ce métier un peu traditionnel. Et donc, j'ai créé Bobby avec un associé. Et en fait, on est en train de mettre en place une plateforme pour les experts comptables et pour leurs clients. Donc, c'est quelque chose qui est bourré d'intelligence artificielle. Donc, on parle de fintech, on parle surtout de comptabilité qui se fait en automatique, d'un monde du sans-papier. On parle de création en fait de bilan en automatique et au fur et à mesure et au fil de l'eau. Donc, vous connaissez bien les comptes des entreprises.
entreprise. Vous savez déterminer si une entreprise fonctionne bien ou non à partir de ces bilans. J'ai un apport très traditionnel sur le sujet, on va dire ça comme ça. Et alors du coup, qu'est-ce que vous attendez d'un programme comme celui-là? Puisqu'effectivement, vous connaissez les entreprises, la liasse fiscale ou le bilan, le compte de résultat des entreprises. Qu'est-ce que vous attendez d'un programme d'apprentissage sur les marchés financiers? Déjà, je vais être un peu trivial. Dans un premier temps, je compte m'amuser. D'accord, bien sûr. Voilà. Oui, non, mais vous avez raison. Et en fait, l'idée, c'est effectivement, donc moi, je crée une plateforme. eToro, c'est une plateforme. Je veux voir un peu ce qui se fait, comment ça se fait. Il y a des années, j'ai investi sur d'autres plateformes qui étaient très tradies à l'époque. Je sais que ça a beaucoup changé, donc je veux voir comment ça évolue. Moi, j'adore effectivement lire tout ce qui est documentation sur les sociétés, comprendre pourquoi elles avancent dans un sens, dans un autre. J'aime aussi voir les graphiques, voir comment ça marche. Exactement. Ouais. Donc voilà, je vais, je pense, beaucoup kiffer, on dit ce mot-là en ce moment. Vous amusez à partir de chiffres et de données financières. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs particuliers quant aux investissements que vous allez potentiellement réaliser? Alors non. D'accord. Bêtement, peut-être. Ouais. Non, mais au moins, vous vous laissez le champ des possibles. Exactement, je me laisse le champ des possibles. Je vais quand même essayer de répartir. Je suis quelqu'un d'assez posé et plutôt sécuritaire, donc je vais répartir. Je vais mesurer mes risques. Je pense que je vais garder une petite poche au cas où il y a une super affaire à faire et que voilà. Donc, je vais faire un peu de crypto. Je vais faire un petit peu aussi, pourquoi pas, de valeur. Je dirais, pourquoi pas acheter du sucre. J'en sais rien. Je ne sais pas encore. Pourquoi pas des matières premières? Exactement. Et voilà, je ne sais pas encore, mais j'ai envie de voir un petit peu tout le panorama. Merci beaucoup Marie-France Pedroni d'être venue nous raconter tout ça sur le plateau de Smart Invest. On va vous suivre donc au fil des mois. Je rappelle que vous êtes expert comptable et cofondatrice de Bobby. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite. Et on continue avec Team Invest. Donc on découvre les différents participants au programme d'apprentissage. Nous avons à présent le plaisir d'être avec Mathieu Ilouz. Bonjour Mathieu Ilouz. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Vous êtes jeune diplômé de master en ingénierie financière. Bon, on s'attend de vous du coup que vous ayez peut-être une petite connaissance sur le sujet des marchés financiers. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. C'est ça, donc je suis tout juste diplômé de l'Université de Paris-Dauphine où j'ai fait un master en ingénierie financière. Et donc là, je suis en période de transition entre mes études que je viens de terminer et la vie professionnelle à plein temps que je vais entamer d'ici quelques semaines en tant que consultant financier pour un cabinet de conseil. Bon, donc vous n'avez rien à apprendre d'un programme comme celui-là, si je comprends bien. Non, je pourrais pas dire ça. Alors certes, j'ai des bases théoriques sur la finance et j'ai eu l'occasion de le pratiquer un petit peu pendant mes expériences professionnelles qui ont eu lieu au cours de mes études. D'accord. Mais c'était toujours dans le cadre, on se met à la place d'un collaborateur qui se met au service d'une banque ou d'une société de gestion. C'est ça, on ne le fait pas pour soi-même. C'est ça, là pour la première fois, je vais avoir l'opportunité de me mettre dans la peau d'un investisseur individuel et donc de piloter un portefeuille par moi-même de A à Z, ce qui sera, je suis sûr, très enrichissant. Quelles sont vos attentes pour un programme d'apprentissage comme celui-là? C'est perfectionner vos connaissances ou c'est vraiment l'idée d'être en première ligne de ces investissements pour une fois? C'est un petit peu des deux. Tout d'abord, mettre en pratique certaines connaissances que j'ai pu acquérir pendant mes études. D'accord. Mais aussi, surtout, le fait d'avoir la main sur l'ensemble du portefeuille et d'être acteur finalement de A à Z, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est au service d'une grande banque ou d'une grande société de gestion. Est-ce que vous avez des contraintes que vous souhaitez vous fixer, des secteurs d'activité, des types d'entreprises, des niveaux de peut-être financiers que vous avez déjà identifiés dans vos études? Alors, pas vraiment, mais j'ai un objectif qui est de m'inscrire dans une stratégie avec un horizon de placement de long terme. D'accord. Et donc avec un niveau de risque qui est modéré. Donc pour ça, je vais faire appel notamment à la diversification qui a été au cœur des attentions pendant mes études. Donc une diversification aussi bien géographique que sectorielle. Donc d'accord. Pour ça, je vais beaucoup faire appel aux ETF. Donc essentiellement des ETF large cap sur les principaux marchés US, zone euro, emerging, mais aussi de l'ETF sectoriel en guise de diversification. Donc on sent déjà effectivement qu'il y a un niveau de connaissance, en tout cas du vocabulaire financier qui est déjà présent pour le coup. Écoutez, on va faire au mieux, mais je prétends pas tout savoir, loin de là. Merci beaucoup Mathieu Ilouz d'être venu sur le plateau de Smart Invest nous détailler un petit peu vos attentes d'un programme d'apprentissage comme celui-là. Merci Mathieu Ilouz. Merci. Je rappelle que vous êtes jeune diplômé de master en ingénierie financière et quant à nous, on se retrouve dans un instant.
Et nous enchaînons à présent avec Markets Academy. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons tenter de comprendre comment réaliser ses premiers pas sur les marchés financiers. On va surtout se demander par quoi commencer. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Invest Véronique Guisquet-Cordoliani. Bonjour Véronique Guisquet-Cordoliani. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Vous êtes secrétaire générale de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Vous êtes la personne tout indiquée pour nous expliquer comment faire ses premiers pas sur les marchés financiers. Avant qu'on rentre réellement dans le concret, un tout petit mot rapide sur cette fameuse F2IC. Quel est son rôle ? Alors le rôle de la F2IC, c'est de développer l'actionnaire individuel, d'œuvrer en fait au financement du monde réel et de l'entreprise par les actionnaires individuels. D'accord. Donc il est important en fait qu'elle représente ces actionnaires et qu'elle les mette en contact. En fait, c'est un peu une passerelle entre les sociétés cotées, l'investissement en général et les actionnaires individuels. Et là, on va se concentrer justement sur les actionnaires individuels. Quelles questions ils doivent se poser justement pour investir ? Parce qu'on peut peut-être rappeler quand même rapidement le mécanisme. On investit sur les marchés financiers. Pourquoi ? Parce que les marchés financiers sont une source de financement pour les entreprises. Oui, l'entreprise, en fait, quand elle a besoin de fonds, elle a plusieurs options. Une des options, c'est sa banque traditionnelle. Et une option, c'est aussi les marchés financiers. Une entreprise qui veut se développer, racheter des locaux, racheter d'autres entreprises, se développer à l'international, va pouvoir émettre des actions qui seront souscrites par des actionnaires individuels. Ensuite, charge à l'épargnant de faire sa sélection en fonction des contraintes ou des valeurs qu'il pourra se fixer concrètement. Quand on est un futur investisseur, on en est encore au stade de l'épargnant, on a un peu d'argent de côté, on a envie de l'investir sur les marchés financiers, mais on ne sait pas du tout par quoi commencer. On est juste convaincu du modèle théorique et on ne sait pas par quoi commencer. Déjà, est-ce qu'il y a un montant qu'on peut définir ? Est-ce qu'il y a des questions qu'il faut se poser avant même de venir sur le montant ? Alors, la première chose, c'est de s'assurer qu'on a un profil d'investisseur. Parce que malheureusement, tout le monde n'a pas le profil de l'actionnaire individuel. Donc, il faut s'assurer déjà qu'on va investir de l'argent dont on n'a pas besoin. D'accord. Donc, si on a de l'argent pour ses vacances dans 6 mois, non, c'est pas pour la bourse. D'accord. Je cherche autre chose. On va se poser la question de est-ce que j'ai déjà un matelas de protection pour investir avant d'avoir un investissement en bourse. D'accord. Par exemple, on a des moments où des personnes nous appellent en nous disant j'ai un chèque, je viens d'être licencié, je veux l'investir en bourse. On dit non, c'est pas ça. Ça, c'est le matelas. Ça, Voilà. c'est de l'argent dont vous allez avoir besoin. C'est le matelas de sécurité dont la personne va avoir besoin. Elle investit des fonds qu'elle sait pouvoir perdre ou qu'elle sait pouvoir être bloquée pendant 3 ans, 5 ans, 8 ans. D'accord. Puisque, rappelons-le, l'investissement en bourse est un investissement long terme. Forcément. Voilà. Alors, si on veut gagner de l'argent en bourse, on ne fait pas du court terme. D'accord. Parce que le court terme, c'est très à risque. En fait, vous allez acheter, imaginez quelqu'un qui, au mois de janvier, aurait acheté des actions, au mois de janvier 2022. La guerre arrivant en février, il a besoin de son argent en mars. Voilà. Il n'a plus effectivement le même montant sur son portefeuille. Il n'a plus le même montant, il a pu voir son portefeuille dévisser de 10 à 20 à 30%. Voilà, donc l'important dans l'investissement boursier, c'est la régularité de l'investissement. Ce n'est pas d'investir 10 000 € tout de suite, c'est d'investir tous les mois une somme régulière, parce qu'ainsi cette somme, vous allez l'investir au fur et à mesure sur des titres, mais vous n'allez jamais être au plus haut de marché ou au plus bas de marché. Donc la régularité d'investissement, c'est ce qui paye en fait sur la bourse au sens large. D'accord, parce qu'on permet du coup de bénéficier de conditions de marché différentes à chaque fois qu'on investit. Donc je reviens sur le profil d'investisseur. Vous nous avez parlé donc de l'horizon d'investissement, de son appétence au risque également. Son appétence au risque, quelle partie il est prêt à perdre. D'accord. Alors une chose qui est importante de se demander, c'est par exemple l'âge de la personne. Quelqu'un qui va juste être à la retraite dans 2 ans va pas avoir le même profil d'investissement que quelqu'un qui vient de commencer sur le marché du travail et qui va commencer à investir pour 40 ans. D'accord. Donc ça, c'est une chose très importante à noter. Après, l'objectif d'investissement. Quelqu'un qui va aller à la retraite bientôt va peut-être avoir une recherche de rendement. D'accord. Donc il va regarder des titres qui délivrent en fait du dividende régulièrement pour avoir un complément de revenu. Parce qu'il faut voir que pour les actions, le mode de rendement d'une action, vous avez le prix de l'action. Donc ça, c'est qui peut fluctuer à la hausse ou à la baisse. Si ça fluctue à la hausse, c'est une plus-value, à la baisse, une moins-value. Et vous avez le dividende versé par les sociétés tous les ans. Voilà. Donc, alors, toutes les sociétés ne versent pas de dividendes. Donc, il y a des choses. Quelqu'un qui va aller à la retraite, qui va rechercher un rendement régulier, il ne va pas aller sur de la tech ou il ne va pas aller sur des valeurs santé qui sont en recherche et développement de façon importante. Parce qu'elles ne distribuent pas de dividendes. Voilà, elles ne distribuent pas de dividendes. Donc, il y a des secteurs quand on regarde les entreprises, il faut regarder si elles distribuent ou non un dividende. Voilà. Alors, si vous voulez un investissement avec du rendement, vous allez
c'est un facteur à prendre en compte. D'accord. Après, si vous êtes un jeune investisseur qui investissez pour préparer votre retraite et vous voulez capitaliser, c'est pas forcément le facteur que vous allez mettre en avant. Parce que vous allez peut-être rechercher la pépite qui maintenant est une small et mid cap, une petite ou moyenne valeur, et qui va se développer et devenir un leader de son marché. Donc il faut se connaître son appétence au risque, savoir sur combien de temps on investit et savoir pourquoi on investit. Voilà, c'est la première des questions à se poser. D'accord. Et ne pas se dire j'investis pour gagner le maximum possible. Non, il faut ça, vraiment c'est se pas une poser réponse. la question. D'accord. C'est pas une réponse. Tout le monde veut gagner le maximum en prenant un minimum de risque. Mais il faut savoir qu'à rendement élevé, il y a obligatoirement un risque élevé. On ne peut pas, si quelqu'un vous propose un jour un placement à capital garanti qui fait du 10% par mois, c'est un escroc. D'accord. Donc, en l'occurrence, non, mais que les choses soient claires. Voilà, que les choses soient claires. Il faut le dire clairement, il n'y a pas de rendement élevé sur des choses non à risque. D'accord. Voilà. Et le produit action, s'il est à risque, ce qui lisse le risque, c'est la durée de l'investissement et la régularité. Donc mieux vaut investir... Parce qu'investir longtemps sur quelque chose de risqué, ça permet de réduire le risque? Non, ça permet de le lisser, c'est pas la même chose. Ça lisse le risque. C'est-à-dire que là, vous avez du temps pour que l'investissement... Parce qu'il faut rappeler que si votre investissement perd 50% demain, c'est pas plus 50% qu'il faut faire, c'est plus 100% pour Bien sûr, il faut récupérer la valeur initiale et après, imaginez potentiellement aller chercher un petit peu de rendement ou de performance sur le titre en question. Alors, je reviens sur ma question initiale. Est-ce qu'on est capable de définir aujourd'hui un montant minimum avec lequel il faut aller sur les marchés financiers? Alors après, ce qui va déterminer le montant minimum, c'est ce en quoi vous allez pouvoir investir vos fonds. Si vous avez 45 € et que vous devez acheter une action, le prix va vous arrêter. Parce que derrière, vous allez avoir un coût de l'achat qui va être important. Si vous avez peu de fonds, peut-être que vous allez vous tourner vers des produits comme les ETF, les ETP, Exchange Traded Fund. C'est des fonds gérés de façon passive où vous allez investir dans des fonds qui vont répliquer le panier d'indices CAC 40, par exemple. Les 40 plus fortes capitalisations de la bourse française. Donc là, en fait, on ne choisit pas, on va vers des produits financiers qui répliquent les performances d'un secteur d'activité ou d'un secteur géographique. Alors, il y a des ETF sur toutes thématiques. Vous pouvez avoir des ETF sur de l'investissement à impact, puisqu'on parle beaucoup d'investissement qui a du sens. Vous pouvez avoir envie de vous exposer au risque en Inde. Vous avez envie de travailler d'avoir un petit... Parce que quand vous allez chercher un investissement de diversification, vous pouvez aussi chercher de la performance. Et si vous dites que l'Inde a beaucoup d'avenir et que derrière va se développer énormément, que c'est un marché émergent à regarder, vous n'allez pas aller en Inde acheter des actions indiennes. Justement, je m'appuie sur cet exemple puisque là, on s'adresse vraiment à des gens qui n'ont pas encore investi sur les marchés financiers ou qui se posent des questions. On parle de diversification, on parle d'aller s'exposer à du risque en Inde. Déjà, ça peut faire peur à quelqu'un qui se demande ce qu'il va faire avec son compte épargne quelque part. La personne qui va commencer, d'abord, elle va commencer par regarder le marché domestique. Alors, on a la chance en France d'avoir le CAC 40 qui, en plus, ne sont pas des actions totalement domestiques puisqu'on sait que tous les revenus des 40 plus fortes valeurs sont réalisés à l'étranger, à l'international. Ce sont des multinationales. Voilà, vous avez Danone, L'Oréal, LVMH, ils ne font pas leur chiffre d'affaires en France. Ils font une partie de leur chiffre d'affaires en France, entre 8% pour Danone, 30% pour L'Oréal. En Europe, 30% pour L'Oréal en Europe, mais en l'occurrence, ce sont des sociétés qui sont déjà exposées au niveau international. Donc déjà, quand vous avez la chance de pouvoir choisir dans ces sociétés-là, vous êtes à la fois exposé sur des sociétés françaises, mais sur des sociétés qui sont présentes dans le monde entier. Donc vous minimisez aussi votre risque. Parce que c'est des investissements qui sont déjà diversifiés par nature, ou en tout cas qui sont dépendants de différents contextes géographiques. Oui, parce que quand vous avez une société qui fait son chiffre d'affaires un tiers en Asie, un tiers aux États-Unis, un tiers en France, tous les marchés ne vont pas s'effondrer de la même façon en même temps. Donc, du coup, ça va soutenir un petit peu la valeur de l'action. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, si vous vous orientez, vous êtes novice, vous avez envie de commencer, vous commencez par regarder ces valeurs-là. C'est des valeurs qu'on appelle gentiment de fonds de portefeuille. Voilà, des valeurs un peu, entre guillemets, père de famille. On va vers père de famille, ça veut dire avec un peu moins de risque, mais un peu moins de rendement, du coup. Voilà, un peu moins de risque, donc un peu moins de rendement. Ça veut dire qu'en période haussière, elles ne vont pas aller aussi vite que des petites valeurs, des petites valeurs ou des valeurs moyennes, mais elles vont être plus régulières et plus protégées. Donc, quand on a tendance à commencer, on va commencer par ces types de valeurs. Après, j'entendais que beaucoup de jeunes s'intéressent à la tech, au medtech, tout ce qui est les valeurs techno. Alors, il faut faire attention aux effets de mode, mais on peut avoir envie d'avoir un petit effet booster dans son portefeuille. C'est-à-dire que là, j'ai investi dans le CAC 40, dans des valeurs traditionnelles. Maintenant, j'ai envie d'avoir un petit
un petit coup de punch. Qu'est-ce qui va donner ce qu'on appelle les valeurs de croissance pour le coup, qui progressent dans un marché haussier qui, normalement, si tout va bien, parce qu'il faut toujours prendre des pincettes, peuvent progresser un peu plus que le marché. Voilà, peuvent progresser un peu plus. Vous espérez toujours trouver la pépite, trouver le Apple de demain qui va être... Alors, on aimerait bien français, mais on a peu de chance. Mais en l'occurrence, trouver la pépite qui va devenir le leader de son marché demain. Et du coup, vous allez voir des petites et moyennes valeurs qui, elles, en période haussière, augmentent beaucoup plus vite, leur cours progresse beaucoup plus vite, mais malheureusement en période baissière, le cours s'effondre beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup moins de liquidité. Alors la liquidité... Oui, alors qu'est-ce que c'est? Et on reviendra sur la diversification après, mais alors la liquidité, bien sûr. Alors la liquidité, c'est une chose importante, c'est la possibilité que vous avez de vendre ou d'acheter votre action facilement sur le marché. Ça, c'est très important de rappeler quand même, effectivement, que quand on va sur les marchés financiers, on achète une action. Mais on achète une action à quelqu'un qui la possède. Voilà. Le broker ou la plateforme sur laquelle on passe n'a pas des actions en stock pour vous les vendre et ensuite vous les racheter sur le problème. C'est que si vous voulez les revendre, c'est qu'en fait vous allez l'acheter à un autre investisseur. Voilà, vous avez une fourchette acheteur-vendeur. Vous voulez sans doute vendre votre titre à 20 et en face, il y a un acheteur à 5. D'accord. Et c'est la rencontre entre ce 20 et ce 5 où à un moment, quelqu'un va faire un effort d'un côté ou l'autre qui va faire que la demande et l'offre se rencontrent et qui va faire une cotation. Donc ça, c'est important parce que dans des valeurs plus petites où il y a moins en fait, de liquidité, où il y a moins d'offres et de demandes, vous pouvez avoir des fourchettes très larges. Et du coup, vous, si vous avez envie de vendre votre titre, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et vous pouvez être amené, vous, à être obligé de le vendre à 7 alors que vous vouliez le vendre à 20. Ça peut arriver, parce que là on parlait de valeur du CAC 40, donc effectivement elles sont cotées, l'appellation c'est qu'elles cotent en continu, donc en fait on peut toute la journée, du moment que la bourse est ouverte, échanger des actions. Ça peut arriver qu'il y ait des valeurs où il n'y ait pas suffisamment de volume ou suffisamment de liquidité de l'action pour ne pas pouvoir l'acheter ou la vendre tout de suite. Alors vous avez des cotations au fixing aussi qui se font, où il y a des valeurs qui peuvent être cotées 2 fois par jour. Mais on ne va pas rentrer dans la définition du fixing, mais donc elles sont cotées 2 fois par jour. Voilà, elles sont cotées 2 fois par jour, mais vous pouvez avoir, même dans les valeurs cotées en continu, pas assez de volume. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas avoir de trade, ne pas avoir de transactions sur la journée. Parce que je veux vendre mon action, mais personne ne veut l'acheter. Vous voulez la vendre, personne ne veut l'acheter. Et en face, personne ne veut faire un pas l'un vers l'autre. Et du coup, vous allez avoir ce titre sur les bras aussi longtemps que vous rencontrerez pas de demande en face de vous. Donc, il faut regarder la liquidité d'une action. C'est important, bien sûr. Alors, la liquidité, et quand vous allez sur des valeurs moyennes et des petites valeurs, une chose que vous pouvez regarder qui se voit très facilement, c'est dans la répartition de l'actionnariat de cette valeur. D'accord. Il y a toujours des graphiques de répartition chez les courtiers en ligne. Vous pouvez voir qui détient cette valeur. Si vous avez des fonds qui ont 10 à 20% de la valeur, alors je parle de petites valeurs, dans le cas de petites valeurs, vous avez des sociétés de gestion ou des sociétés qui ont 10% ou 20% de la valeur, c'est important de le savoir parce que si cette société de gestion, elle décide de vendre la valeur, elle ne va pas forcément travailler son ordre sur plusieurs jours, elle va peut-être vendre la totalité de ses titres, qui peut entraîner une chute brutale. Et du coup, sur les petites et moyennes valeurs, la chute peut être beaucoup plus brutale. Par contre, les petites et moyennes valeurs sont très aimées des actionnaires individuels pour une raison très simple, de la même façon que les introductions en bourse, parce qu'en face de vous, vous avez souvent des gens qui ont créé l'entreprise. Des fondateurs sont impliqués financièrement. Et donc, il y a cette confiance qui s'instaure quand il y a une intro en bourse. Donc, on investit dans une entreprise, mais dans une équipe dirigeante. Dans une équipe dirigeante stable qui a créé le projet, qui investit financièrement aussi. Et ça vaut de l'or parce que ça veut dire que pour l'investisseur, pour l'actionnaire, cette personne ne peut aller que dans votre sens parce qu'elle est investie, elle a les mêmes intérêts que vous et les intérêts se rencontrent. Donc, ça, c'est très important parce que ça explique 30% quand on a des introductions en bourse, à peu près sur les introductions en bourse qui sont proposées aux particuliers, 30% sont souscrites par des particuliers. Parce qu'il y a aussi une facilité à comprendre le modèle. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas face à des créations de sociétés, vous êtes face à un modèle économique simple, ce n'est pas une holding en face de vous. Sûr, oui. Si vous comprenez le métier, l'équipe dirigeante, c'est relativement simple. Alors, on a quand même utilisé un terme tout à l'heure que j'aimerais définir pour les gens qui nous écoutent, c'est la diversification. Alors, la diversification, ça peut prendre plein de formes différentes, mais l'idée, globalement, c'est de ne pas investir tout au même endroit, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit, pour justement se prémunir contre des effets de marché haussiers ou baissiers. Alors la première chose, parce qu'on parlait des techs tout à l'heure, c'est la diversification au niveau sectoriel. D'accord. C'est-à-dire que si vous avez tout votre portefeuille sur les valeurs tech ou que vous aviez tout votre portefeuille sur les valeurs tech il y a 6 mois,
vous êtes malheureux aujourd'hui. Si derrière, vous avez une partie dans le luxe, une partie dans la santé, une partie dans l'industrie, derrière, ça lisse ce risque aussi, parce que tous les secteurs d'activité ne réagissent pas de la même façon au cycle économique. Parce qu'il faut quand même expliquer qu'on connaît les grands indices en bourse, mais les grands indices, quand un grand indice monte, ça ne veut pas dire que tous les secteurs d'activité et que toutes les entreprises montent. Après, il y a une réalité par secteur d'activité aussi. Voilà, par secteur. Il y a des secteurs qui vont mieux réagir en cas d'effondrement des marchés, parce que c'est des secteurs défensifs. Et puis, il y a des secteurs plutôt de croissance qui, effectivement, vont, en période haussière, très bien performer. Donc ça, c'est la première chose, c'est la sectorisation. Vous regardez. Alors, une chose simple, c'est que nous, on parle beaucoup de clubs d'investissement parce que les gens se réunissent entre eux. Et si, par exemple, vous avez 5 personnes qui travaillent dans 5 secteurs d'activité différents, chacun connaît son secteur d'activité, chacun sait qui est le leader dans son secteur d'activité. C'est ça qu'il faut regarder aussi un petit peu. C'est-à-dire, quand vous allez investir, vous allez choisir une entreprise qui va plutôt être leader quand vous allez débuter. Et puis après, vous pouvez vous dire, je vais diversifier en prenant quand même une petite entreprise sur une autre activité. Donc ça, c'est la diversification qui va être sectorielle. Après, vous avez la diversification géographique dont on parlait tout à l'heure. Donc là, on parlait effectivement d'aller s'exposer en Inde potentiellement. Oui. Vous croyez en l'Inde, vous croyez à la renaissance du Brésil et vous avez envie d'aller sur ces marchés émergents, vous pouvez, mais vous n'allez pas acheter des titres sur le marché local où vous allez avoir du mal, sauf à lire l'Indie, sauf à lire le brésilien. Ça va être très compliqué. Donc dans ces cas-là, pour ce type de diversification, vous pouvez avoir accès à des produits comme des ETF qui répliquent des paniers d'actions sur l'Inde, sur différents pays émergents et même différentes thématiques. Une dernière question, parce que l'heure tourne et c'est important que les gens qui nous écoutent aient ça en tête. Donc là, on a donné un certain nombre d'éléments pour comprendre effectivement comment investir sur les marchés financiers quand on veut y faire ses premiers pas. Où est-ce qu'on se renseigne? Où est-ce qu'on s'informe quand on veut en savoir plus, quand on veut comprendre un petit peu? Alors, la chose étonnante, le premier élément alors, bien sûr, vous avez votre courtier en ligne. Chez votre courtier en ligne, vous avez pas mal d'informations. Vous avez ne serait-ce que cette fourchette acheteur-vendeur qu'on regarde, le nombre de transactions, des informations sur la société, qui sont les communiqués de presse de la société. Mais il ne faut pas hésiter à aller voir sur le site de la société. La société cotée a toujours un espace investisseur, voire un espace actionnaire individuel, avec parfois même des clubs actionnaires dans lesquels vous pouvez vous inscrire si vous détenez certains fonds à un titre, ou même des comités d'actionnaires, qui sont un petit groupe d'actionnaires qui représentent l'actionnaire en général dans la société. Et derrière, vous avez directement le communiqué de presse de la société. Et vous pouvez vous y inscrire et vous recevez directement. Donc, si vous avez une dizaine de lignes, parce qu'on se dit diversifier, d'accord, mais au-delà de lignes, c'est compliqué à suivre tout seul. Donc, si vous avez une dizaine de lignes, vous allez vous inscrire sur le site de la société pour recevoir les alertes ou les communiqués de presse. Et puis après, le niveau 2, la source secondaire, parce que la source primaire, c'est la société, la source secondaire, ça va être d'aller voir, en fait, la presse, d'aller lire la presse, d'aller voir chez les courtiers. Après, chose importante, on parle beaucoup des forums. Faites attention parce que si vous lisez une info sur un forum avec quelqu'un qui a un pseudo, c'est du même niveau que si vous ramassez un papier dans la rue et qu'il y a un conseil dessus. Vous ramassez un papier en rue, il faut acheter l'action X. A priori, si vous savez le papier dans la rue, vous ne le faites pas. Oui, on ne sait pas qui a donné le conseil, on ne sait pas pourquoi il a donné le conseil. Et chose étonnante, quand les gens voient des conseils sur les forums boursiers, ils ne se jettent pas à la poubelle. Alors que ça devrait être, parce que vous ne savez pas si la personne en face de vous est déjà investie et peut-être collée avec cette valeur et n'arrive pas à la vendre, ou si elle veut, elle vous donne une vraie information dont elle dispose. Donc attention à ce qui est écrit sur les forums, on finira là-dessus, Véronique. Et sur le site de l'F2IC, bien sûr. Évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Véronique Guisquet. Cordoliani, merci. Voilà. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Tendance et Figures. Et nous enchaînons à présent avec Tendance et Figures où nous allons tenter de comprendre ensemble ce que c'est que l'analyse technique et à quoi sert cette analyse technique. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Invest Laurent Albi. Bonjour Laurent Albi. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau donc, de Smart Invest. Vous êtes ancien président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, et vous êtes aussi responsable de Next Momentum qui est un conseil en investissement financier, mais aussi un organisme de formation professionnelle. Donc vous êtes l'expert tout trouvé pour nous expliquer ce que c'est que l'analyse technique. Qu'est-ce que c'est, Laurent ?
Alors, l'analyse technique, Nicolas, c'est une discipline qui est déjà née il y a longtemps. D'accord. Il y a déjà au 19e siècle des traces d'analyse faites par les Japonais et puis évidemment Charles Dow qui arrive à la fin du 19e siècle. D'accord. Et qui met en place donc ces deux fameux indices, le Dow Jones Industrial Average et le Dow Jones Transportation. Et donc, avec la naissance des indices, il y a la possibilité de tracer l'activité qu'ont les opérateurs sur un marché. D'accord. Et donc, tracer... Donc les opérateurs, c'est quoi? C'est les investisseurs, c'est ceux qui achètent ou vendent le cours de l'action en question, c'est ça? Pas que. Pas que, d'accord. On a les investisseurs, on a les traders qui mettent en place des stratégies de couverture. D'accord, oui. On a des spéculateurs. Donc, on a toutes sortes d'opérateurs qui ont différents intérêts à rentrer ou à sortir sur le marché et qui vont travailler sur différentes temporalités. D'accord. Avec des stratégies qui sont différentes. Donc, en fait, tout ce petit monde se retrouve sur un marché et les opérations qu'ils vont faire vont laisser des traces. Et ces traces vont être visualisées sous forme de courbes. Alors, pourquoi ces courbes sont importantes? Parce que ces courbes reflètent l'équilibre entre les acheteurs, l'équilibre du rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. D'accord. Donc, quand on a des acheteurs ou quand on a un marché sur lequel la demande est importante, vous connaissez le fonctionnement de la bourse, c'est un système d'enchères. Donc, plus on en veut, plus on va devoir aller sur des niveaux supérieurs pour retrouver de la liquidité, puisque en face, ceux qui vendent se disent puisqu'il y a de la demande, je vais attendre que les prix montent pour me débarrasser pour Donc liquider. ça, c'est les graphiques qu'on voit sur n'importe quelle action sur Internet, sur un courtier en ligne. Alors, n'importe quelle action, n'importe quelle paire de devises, n'importe quelle matière première, n'importe quelle crypto et même n'importe quelle obligation. À partir du moment où vous avez des échanges sur une place de marché et que vous pouvez tracer l'historique de ces échanges, eh bien visuellement, vous avez une courbe. Donc, l'analyste technique va devoir essayer de comprendre quel est le consensus, c'est-à-dire quel est le sentiment qui existe sur ce marché pour pouvoir soit prendre position à l'achat s'il décèle effectivement une demande qui est forte, ou si au contraire, il doit se débarrasser, liquider ses actifs parce qu'on est sur un marché qui pense que le potentiel de hausse est limité. J'imagine qu'on doit souvent vous poser la question, mais ça permet de prédire l'avenir, l'analyse technique? Pas du tout. Au moins, la réponse est claire. Non. Alors, vraiment, c'est pas du tout la mission de l'analyse technique. Son rôle, c'est de gérer le risque. D'accord. Et ça, c'est déjà énorme, Nicolas. C'est-à-dire savoir, quand vous pensez qu'un investissement est justifié, savoir à partir de quand il ne va plus l'être. Parce qu'il ne va pas l'être de manière infinie, indéfinie. Il va y avoir un moment où vous allez rentrer sur un marché parce que pour des raisons qui vous sont propres, fondamentales, vous avez lu une nouvelle, il vous semble pertinent d'acheter cet actif. Et puis il va y avoir un moment où, logiquement, si vous faites des gains, vous allez vous dire c'est le moment d'encaisser mes gains. Donc quand ce comportement est multiplié par une foule d'opérateurs, l'analyse technique vous permet de savoir quand est-ce que la tendance, si elle existe, se retourne et donc de sortir. Justement, vous parlez de tendance. On regarde n'importe quel article financier sur le CAC 40 ou sur n'importe quel indice à travers le monde. On retrouve toujours cette formule, la tendance est à la hausse ou la tendance est à la baisse. Et la tendance est votre ami. Et la tendance est votre ami. Qu'est-ce que cette tendance? Alors, la tendance, c'est ce que recherchent tous les investisseurs, la tendance haussière. C'est-à-dire un mouvement qui est durable et qui va vous permettre, dans le temps, de générer des gains significatifs. D'accord. Donc, la tendance a des caractéristiques très précises que l'analyse technique étudie depuis, je vous le disais, environ un siècle. Il y a tout un corpus de connaissances maintenant très, très fourni sur la question suivante: comment qualifie-t-on une tendance? Une tendance haussière, c'est vous achetez un actif 100 € et vous le revendez 6 mois plus tard 150 €. Vous avez donc fait un gain de 50 €. Donc là, on peut parler de tendance haussière? Par exemple. D'accord. C'est quand même beaucoup plus profitable que si vous achetez un actif 100 € et que 6 mois plus tard, il vaut 100 €. Bien sûr. Vous avez immobilisé des capitaux pour rien. Donc, qu'est-ce que vous cherchez
en tant qu'investisseur. Vous cherchez une tendance haussière. Si vous êtes un spéculateur ou si vous mettez en place des stratégies de couverture, vous devez déceler les tendances baissières. Mais aujourd'hui, on va parler que des tendances haussières. Donc votre objectif, c'est de trouver des actifs qui sont en tendance parce qu'il n'y a aucun intérêt en tant qu'investisseur privé de détenir une action. C'est pas comme quand on achète une baguette de pain ou 1 kilo de viande. Quand on achète une action, c'est simplement parce qu'on attend une promesse d'appréciation. Oui. Que ce soit à court, moyen ou long terme. Et d'ailleurs, souvent, c'est à long terme. Mais oui. Donc, quand vous achetez une action, vous le faites uniquement parce que vous pensez qu'il y a un potentiel de gain. Comment on la décrypte, cette tendance ? C'est parce qu'effectivement, on cherche tous une tendance haussière, vous le dites. Mais alors, comment est-ce qu'on décrypte, à partir de la courbe qu'on a devant soi, une tendance haussière ? Alors, c'est assez simple. Dans la théorie, mais c'est plus compliqué dans la pratique. En fait, on va dire qu'une tendance haussière, c'est une succession de creux. D'abord, ça va être une trajectoire haussière. D'accord. Mais cette trajectoire haussière, ça ne va pas être une ligne droite. Ça va être des zigzags, avec des impulsions haussières et des corrections. D'accord. Si c'est une tendance haussière, les impulsions seront plus grandes que les corrections. C'est logique. Bien sûr. L'action va prendre 10 € et elle va se replier de 3 €. Et puis elle va reprendre 10 € et elle va encore se replier de 4 €. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura eu plus d'acheteurs que de vendeurs à un moment, puis après plus de vendeurs que d'acheteurs, et après encore plus d'acheteurs que de vendeurs, c'est ça ? Pas plus, mais qu'ils seront plus agressifs. D'accord. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer des ordres ou ils vont vouloir se porter acquéreurs du titre. Et comme ils sont agressifs, c'est-à-dire qu'ils ont des perspectives haussières, ils ont confiance, si c'est par exemple une action d'entreprise, dans les perspectives de l'entreprise, ils vont vouloir en acheter beaucoup. Sauf qu'au niveau de prix auquel ils veulent acheter, la demande à un moment va s'épuiser. L'offre, va s'épuiser. Bien sûr, oui. Donc les cours vont devoir aller un tic plus haut pour retrouver de l'offre. Et donc, c'est comme ça qu'on va avoir cette appréciation des cours. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est une tendance haussière ? Eh bien, c'est une succession de sommets qui sont haussiers et une succession de creux qui le sont également. Et donc, quand vous êtes analyste technique, votre rôle, c'est d'essayer de comprendre si cette tendance existe, parce que si elle n'existe pas, a priori, l'intérêt que vous avez à investir sur ce marché est minime. Si en revanche, vous voyez qu'on est dans une trajectoire haussière, là, il y a un intérêt. Merci beaucoup, Laurent Albi. On pourra en parler pendant des heures de la tendance, mais malheureusement, le temps nous est imparti. Merci d'avoir partagé vos connaissances avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout de suite dans la dernière partie de cette émission, Digest des marchés. Et nous enchaînons avec la dernière partie de cette émission, avec le digest des marchés, où nous allons tenter de vous donner un petit peu de contexte sur les marchés financiers au lancement du dispositif. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Antoine Fraisse-Soulier et David Derry qui nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Antoine Fraisse-Soulier, analyste de marché chez eToro. David Derry, également analyste de marché chez eToro. On va commencer avec vous, David Derry. On va essayer, donc, je le disais, de donner un petit peu de contexte sur les marchés financiers actuellement, au moment où les 4 participants au programme d'apprentissage vont faire des choix sur leur portefeuille d'investissement. David, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête en matière de contexte de marché actuellement ? On n'est pas dans un contexte très simple. Donc les participants vont avoir pas mal de difficultés devant eux. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Mais on est depuis le début de l'année, on est dans une tendance baissière clairement sur les marchés. Alors quelles sont les raisons à cette tendance baissière ? Il y en a 3 qu'on peut citer majoritairement. La première, c'est la guerre en Ukraine. La deuxième, c'est la crise énergétique en Europe. Et puis la troisième, qui est aujourd'hui une crainte un peu partout dans le monde, c'est l'inflation qu'on voit qui continue à grossir. Et alors, l'inflation, justement, c'est un sujet qui est suivi de près par les banques centrales. Les investisseurs chevronnés, les investisseurs avertis suivent de manière très régulière les prises de décision et les prises de parole des banques centrales. Pourquoi ? Pour des investisseurs néophytes qui nous écoutent, ce sont des prises de parole aussi importantes. Parce que c'est la banque centrale, justement, c'est les banques centrales qui vont décider des politiques monétaires dans un pays. En l'occurrence la Fed aux États-Unis, la BCE en Europe, et on le voit, elles ont 2 moyens pour justement faire leur politique monétaire. La première, c'est soit d'augmenter les taux ou de les baisser, et la deuxième, c'est l'impression monétaire. Et puis là, on le voit, c'est en plein actualité justement. On voit aujourd'hui les banques centrales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, essayer justement d'augmenter les taux pour réduire l'inflation, comme on le disait, atteint parfois 2 chiffres dans certaines régions du monde.
L'inflation, Antoine Fraisse-Soulier, c'est un sujet effectivement d'actualité sur les marchés financiers. Pourquoi les investisseurs suivent cet indicateur qu'est l'inflation? David nous a donné quelques éléments de réponse, mais pourquoi c'est aussi important? Effectivement, les marchés financiers ont besoin de drivers et l'incertitude aussi pèse sur les marchés. Il y a 2 ans, c'était la pandémie mondiale et aujourd'hui, c'est l'inflation. Pourquoi? Ça fait 10 ans, même 20 ans qu'il n'y a pas eu d'inflation et tout d'un coup, la hausse des prix s'est emballée et donc ça crée une incertitude sur les marchés et donc effectivement, tous les mois, les investisseurs attendent le fameux CPI, l'indice des prix à la consommation et cet indice des prix est très suivi par les investisseurs et donne le ton, le là sur les marchés. Pour les investisseurs néophytes, pour les participants au dispositif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des chiffres d'inflation qui continueraient à être revus à la hausse seraient une mauvaise nouvelle pour les marchés financiers? C'est aussi simple que ça à comprendre? C'est en partie cela, effectivement. C'est vrai que là, mardi, on a eu les chiffres d'inflation aux États-Unis et ils sont ressortis au-dessus des attentes. On attendait un repli, on a eu une hausse et ça a fait chuter les marchés. On a vu, par exemple, le Nasdaq qui a perdu 5% sur la séance. C'était plus arrivé depuis justement l'époque Covid, depuis 2020. Et effectivement, ça crée des mouvements de panique, ces chiffres d'inflation. Donc effectivement, c'est très important, très suivi par les investisseurs. Si on prend un peu de recul par rapport, effectivement, donc là, on a donné les grands sujets suivis au quotidien sur les marchés financiers. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, Antoine, quelles sont les données économiques importantes à avoir en tête? Les données économiques importantes, on vient d'en parler, c'est l'inflation. Donc effectivement, elle ressort à peu près à 8,5% aux États-Unis. En Europe, elle est aux alentours des 9%. Donc on dépasse actuellement les États-Unis. Il y a aussi les chiffres sur la croissance, bien évidemment. Aux États-Unis, on a 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Donc on peut dire que techniquement, on est en récession aux États-Unis. Puis on va également suivre les chiffres d'emploi. C'est aussi très suivi par les investisseurs. Et on voit que à ce niveau-là, l'emploi résiste parce qu'on est au plus bas sur les principales zones géographiques. Investir sur les marchés financiers, c'est aussi regarder les indices, les grands indices. Justement, on a évoqué le Nasdaq, on a également le Dow Jones en tête ou le CAC 40. Dans quel contexte se trouvent actuellement les grands indices financiers, Antoine? Effectivement, 2022, c'est une année négative pour les marchés. L'ensemble des indices principaux indices boursiers, sont en territoire négatif. On a le Nasdaq, j'en parlais, à moins 25% depuis le début de l'année. On a le CAC 40 qui est à moins 15%, le Dow Jones à moins 15%. Donc on est sur des performances négatives à 2 chiffres et le reste de l'année n'est pas forcément flamboyant, on l'a vu, parce que ces chiffres d'inflation sont toujours en progression. Donc là, on a donné un peu des éléments de contexte du marché. Est-ce qu'il existe, c'est une question pareille pour quelqu'un qui voudrait faire ses premiers pas sur les marchés financiers, un contexte favorable au fait d'entrer sur les marchés financiers ou à l'inverse un contexte défavorable quand on veut investir une partie de son épargne sur les marchés financiers? Peut-être David? Écoutez, il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour investir sur les marchés financiers. Après, c'est sûr que c'est mieux de rentrer quand les marchés sont bas. Mais pour un investisseur, surtout pour les personnes qui ne sont pas encore investies, c'est toujours le bon moment pour rentrer sur le marché. Alors après, c'est sûr qu'avec le contexte actuel, on va peut-être plus choisir des valeurs défensives que des valeurs risquées. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour rentrer sur les marchés financiers. Antoine Fraisse-Soulier, alors effectivement, nous, on évoque dans cette émission et dans ce dispositif un horizon de placement très court du fait du dispositif en question, mais parfois, quand on va sur les marchés financiers, c'est des horizons de placement beaucoup plus longs. Est-ce que là, le choix du timing d'entrée, par exemple, est le même? Alors non, effectivement, lorsqu'on est sur un horizon de temps court, on va essayer de privilégier ce qui marche sur du court terme. Alors effectivement, David vient de le dire, les valeurs défensives, c'est ce qui fonctionne actuellement, les secteurs télécom ou alimentation, ou même le secteur énergétique qui performe très bien cette année. Si on est sur un horizon de temps long, on va essayer de plutôt diversifier son portefeuille. On va quand même prendre des valeurs cycliques qui suivent le cycle économique. Ces valeurs aujourd'hui ont du mal. Je pense au secteur automobile qui est en forte baisse. Mais quand on a un horizon de temps long, on va quand même privilégier une diversification de son portefeuille et essayer d'investir sur quand même une majorité de secteurs qui peuvent présenter des performances sur du long terme.
Merci beaucoup Antoine Fraisse-Soulier, analyste de marché chez eToro. Merci également David Derry, analyste de marché chez eToro. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de Smart Invest et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour suivre effectivement l'avancée du programme d'apprentissage donc Smart Invest, mais aussi pour vous donner d'autres clés pour réaliser vos premiers pas sur les marchés financiers. Smart Invest vous a été présenté par eToro, la force du trading social.